Je voudrais tout d'abord remercier Luc d'avoir accepté le projet de ce numéro. Je voudrais dire pourquoi je pense j'espère qu'il sera un élément déclencheur pour une discussion qui, je crois, devrait être plus importante qu'elle ne l'est actuellement autour des dimensions éthiques, philosophiques de la recherche et de l'intervention à partir des déterminants sociaux de la santé. Je suis un grand fan de la revue Éthique publique. Je crois qu'elle remplit un rôle à la fois au Québec, mais de manière plus générale, extrêmement important, d'être une sorte de lieu de croisement de toutes sortes d'expertises qui sont nécessaires à éclairer, à illuminer des enjeux de politique publique importants. Je crois qu'on fait l'inventaire sur une quarantaine de numéros maintenant qui ont été publiés par la revue depuis le début. Elle recouvre un ensemble de champs de politique publique qui est vraiment impressionnant. Et je crois que c'est vraiment une revue qui occupe une place extrêmement spéciale. Je suis très honoré d'avoir pu y contribuer en dirigeant ce numéro. Donc, je remercie Luc et Corinne, tout d'un coup le nom. Corinne Sarian. Sarian, Secrétaire de la revue. qui a vraiment fait un travail absolument incroyable pour faire de sorte que les retards accumulés ne se traduisent pas par des retards encore plus importants. Son efficacité a plus que compensé pour les retards typiquement académiques qui ont parfois été occasionnés là, par les affres de la production scientifique et académique. Donc, je suis très heureux que ce numéro existe. Écoutez, je ne sais pas du tout à qui je parle et donc je ne sais pas à quel niveau placer mon intervention. Mon expérience est qu'il est toujours préférable de prendre moins plutôt que plus pour acquis et de faire une présentation, disons, les gens qui savent déjà ce dont je vais parler se sentiront intelligents parce que ça les confirmera dans leur connaissance de certaines choses. Et pour les autres, j'espère que ça les mettra à niveau. Donc, de quoi est-il question dans ce numéro et pourquoi est-ce que je pense que cela occupe une place importante, une place que j'espère prendra plus de place dans la discussion de l'éthique et de la philosophie de la santé? C'est un peu de ça dont je voudrais vous parler pendant une quarantaine de minutes. Donc, je vais peut-être, pour motiver le propos, vous parler d'un philosophe qui a été pour moi très important pour découvrir ces problématiques et dont le parcours est un peu emblématique de ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est un philosophe. Alors, on est dans j'utilise pas de PowerPoint, je suis très craie. En fait, j'ai du mal à te parler sans un morceau de craie à la main. Donc voilà, j'ai un morceau de craie à la main. Ça va mieux se passer maintenant. Alors, je vais quand même écrire au tableau. Je ne sais pas si ça va être capté par. Donc, un philosophe américain qui s'appelle Norman Daniels. Donc, Norman Daniels écrit dans les années 1980, je pense peut-être même fin des années 70, un livre qui s'appelle Just Health, la santé juste, Just Healthcare, les soins de santé justes. Qui est Norman Daniels? Norman Daniels est un étudiant du grand philosophe de la justice américain qui est, jusqu'à un certain point, mon maître à penser depuis toujours, qui s'appelle John Rawls, qui a écrit dans les années 70 une somme qui est toujours un peu un point de référence pour les discussions sur la justice sociale, un livre qui s'appelle tout simplement Théorie de la justice, hein, dont on parle encore 50 ans après sa publication. Alors, c'est un étudiant donc de John Rawls qui lit avec évidemment énormément d'attention ce volume très imposant de John Rawls qui fait 600 pages et qui se rend compte que, ma foi, on ne parle pas assez peut-être dans ce livre ou peut-être que les étudiants de Rawls devraient s'affairer à tirer un peu les implications du livre pour des domaines particuliers de politique publique. Hein. Le livre de Rawls se situe à un niveau d'abstraction quand même assez élevé et il ne parle pas, par exemple, de comment distribuer de manière juste dans une société les soins de santé. Et donc, Norman Daniels écrit un livre très influent vers la fin des années 70, début des années 80, qui s'appelle Just Healthcare, où il essaye de tirer les implications de la théorie de Rawls pour les soins de santé. Donc, il s'agit de savoir comment répartir d'une manière qui est juste les éléments qui sont jugés essentiels à ce que les gens puissent vivre des vies qui sont en santé, relativement immunisées par rapport à la maladie. On parle donc de soins médicaux, de médicaments, etc., etc. Health care, hein, des soins de santé. Je ne vais pas vous donner, mon but aujourd'hui n'est pas de vous donner, là, de vous en dire beaucoup sur le livre lui-même, sauf qu'il a eu un certain succès. Et 20 ans plus tard, la maison d'édition qui publie le livre demande à Daniels d'en produire une deuxième édition.
hein, donc Just Healthcare, second edition, Daniel se met à y travailler et se rend compte que l'évolution de la recherche sur les déterminants de la santé a fait de sorte que, plutôt que d'écrire une deuxième édition de ce livre, il allait écrire un livre complètement différent, un livre qui est paru à peu près 25 ans plus tard et qui a tout simplement comme titre Just Health. Paru au début des années 2000, la santé juste. Pas les soins de santé juste, mais la santé juste. Alors, qu'est-ce qui arrive entre la publication du premier et la publication du second livre? Daniels est mis au parfum de la recherche qui se fait sur les déterminants sociaux de la santé. Et donc, se rend compte, ou en arrive à la conclusion que même si les soins de santé médecins, infirmières, hôpitaux, lits d'hôpital, interventions chirurgicales, médicaments sont évidemment importants. Hein. Ils doivent être gérés et distribués de manière juste. Les déterminants sociaux de la santé, donc, comment est-ce qu'on définit les déterminants sociaux de la santé? Ce sont les dimensions de l'existence sociale des individus et des populations. Les dimensions de l'existence sociale des individus et des populations modifiables par les politiques. Hein, des choses sur lesquelles on peut jouer par nos politiques publiques et qui ont un impact sur la santé des populations et également sur les inégalités de santé parmi les populations. Les déterminants sociaux de la santé, quels sont-ils? Essentiellement, c'est à peu près tout. Hein. L'éducation a un impact sur la santé, le transport a un impact sur la santé, la manière d'aménager nos villes de 36 000 manières, que ce soit par les dimensions physiques, l'environnement bâti de nos villes, la manière par laquelle nous organisons ou nous créons des incitatifs pour que les gens se rassemblent dans leur logement de certaines manières plutôt que d'autres, le logement. Hein, peu de choses, en fait, n'influent pas sur la santé des gens et sur les écarts de santé aux soins des populations. Et jusqu'à un certain point, ils le font de manière plus fondamentale que les soins de santé. Hein. Une analogie, une image ou une analogie simpliste, si vous avez mal à la tête, hein, je peux, si je suis médecin, vous donner des aspirines ou des Tylenol à tous les jours. Je peux également aller chercher quelles sont les causes profondes de vos maux de tête récurrents et essayer d'intervenir à ce niveau-là, donc en amont plutôt qu'en aval. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont particulièrement excités par la recherche sur les déterminants sociaux de la santé? Parce qu'on risque d'intervenir donc sur les vraies causes des problèmes de santé que certains segments de la population rencontrent, plutôt que de placer dessus des solutions qui sont à court terme, des solutions qu'il faut sans doute constamment répéter. On va chercher les causes profondes et donc on risque de pouvoir agir dessus de manière plus efficace, même d'un point de vue tout simplement économique. Hein. Plutôt que d'avoir à intervenir régulièrement, on intervient une fois sur ce qu'on voit comme étant la cause fondamentale de nos maux de tête la question est réglée. Le pionnier de la recherche sur les déterminants sociaux de la santé, c'est un chercheur anglais, toujours en vie, qui s'appelle Michael Marmot. Qui est l'auteur de plein de choses, mais en particulier d'une étude qui devient en quelque sorte un peu la Bible ou les 10 commandements, ou je ne sais pas, le texte fondateur de la recherche sur les déterminants sociaux de la santé, qu'on appelle le Whitehall Study. Alors, qu'est-ce que Marmot a fait? Marmot est allé étudier les problèmes cardiovasculaires chez les fonctionnaires britanniques qui travaillent dans la fonction publique britannique à Londres, dans un sorte de réseau de bâtiments qui s'appelle Whitehall. Donc, aujourd'hui, ici, on parlerait de quoi? Là, du bunker ou de quelque chose comme ça. Il essaye de voir un peu quel est l'impact du fait de travailler. Alors, les gens qui travaillent dans la fonction publique, comme les gens qui travaillent dans la fonction publique ici, ne sont pas des gens pauvres. Hein. Même les gens qui travaillent au bas de l'échelle des travailleurs dans la fonction publique britannique sont par rapport à des gens qui travaillent, je ne sais pas moi, des travailleurs manuels ou etc., des personnes relativement fortunées. Donc, ce qui l'a intéressé, c'est de voir un peu quel est l'impact du fait de travailler dans des hiérarchies. Hein, même parmi des gens qui, au bas de la hiérarchie, ne sont pas affectés par des problèmes de pauvreté. Hein.
Et il a trouvé des résultats. Ces résultats étaient quand même assez concluants. Donc, le fait de travailler au bas d'une hiérarchie, plutôt que de travailler au haut de la hiérarchie, peut se solder par une probabilité beaucoup plus importante de souffrir de certains problèmes cardiovasculaires et donc l'espérance de vie beaucoup plus basse. L'intérêt de cette recherche, c'est qu'elle permet d'exclure, donc d'isoler certains autres facteurs qui, dans la vie de tous les jours, ont tendance à affecter la propension ou la probabilité que les gens auront des problèmes cardiovasculaires. Là, on met de côté des problèmes de pauvreté, on met de côté des problèmes, disons, des problèmes sociaux graves. On ne regarde que le fait de travailler dans une hiérarchie et on se rend compte que plus vous êtes bas dans une hiérarchie, plus vous allez avoir une propension, une probabilité de développer des problèmes cardiovasculaires qui sont importants, ce qui voudrait dire, hein, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où des problèmes intéressants surviennent. Ça veut dire que, par exemple, le fait d'avoir plus de contrôle sur, ou moins de contrôle sur votre travail, hein, le fait d'être constamment en train de se faire dire par d'autres ce sur quoi vous allez devoir travailler, de se faire peut-être discipliner, de se faire parfois rabrouer, etc. Toutes les choses qui viennent du fait d'être au bas d'une hiérarchie sociale vont avoir un impact délétère sur la santé. Et que donc, si on veut agir sur quelque chose comme les problèmes cardiovasculaires, agir sur les structures hiérarchiques dans lesquelles les gens se trouvent est une manière de procéder qui est peut-être plus efficace, plus en amont, plus fondamentale, et donc peut-être plus efficace que de leur donner des pilules qui vont régler leur pression artérielle ou s'assurer qu'une fois qu'ils auront des crises cardiaques, ils vont pouvoir se précipiter à l'hôpital. Hein. On agit en amont, on agit de manière préventive, on agit sur des déterminants sociaux et on agit d'une manière qui est donc peut-être plus efficace que d'agir d'une manière médicale, hein, d'une manière qui est médicalisée. Alors, vous êtes en train de réfléchir à cet exemple. Je ne sais pas pour qui est-ce qui entend parler de l'étude de Marmot pour la première fois, là, parmi les gens qui sont ici? Bon, donc la majorité. Alors, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train sans doute de réfléchir à, en vertu de quel mécanisme précis? En vertu de quel mécanisme précis est-ce que le fait de... C'est plausible, hein, il y a une sorte de plausibilité a priori de se dire, si je suis constamment en train de me faire dire par mon boss que je ne suis pas bon, de me faire coller des échéanciers pas possibles, de ne pas pouvoir moi-même décider ce sur quoi je vais travailler, mais constamment me le faire imposer par d'autres, bien, tout ça peut avoir un impact sur mon niveau de stress et le stress, etc. Donc, vous êtes en train d'identifier, à partir de ce portrait très général et un peu abstrait que j'ai donné, des mécanismes plus précis qui pourraient être en quelque sorte les véhicules de la causalité, hein, qui feront de sorte que les gens qui sont au bas d'une hiérarchie risquent plus de développer des problèmes cardiovasculaires que les gens qui sont en haut. Un des problèmes, d'ailleurs, sur lesquels je veux mettre l'accent, c'est justement que malgré l'enthousiasme que cette recherche a suscité, le pas, hein, entre constat de causalité, hein, constat de corrélation très forte statistiquement et possibilité de mettre en place des politiques publiques particulières, achoppe souvent sur ce problème de passer de la causalité au véhicule précis de la causalité, parce qu'on pourrait imaginer, hein, pour s'amuser un peu, une dizaine, une vingtaine, hein, de manières par laquelle le fait de se trouver dans une hiérarchie peut avoir un impact sur le stress et donc sur les problèmes cardiovasculaires. On peut même imaginer, hein, ce qu'on appelle la causalité inverse, hein, que ce n'est pas le fait de se trouver au bas d'une hiérarchie sociale ou institutionnelle qui fait que vous avez des problèmes cardiovasculaires, mais peut-être le fait que vous avez des problèmes cardiovasculaires qui fait que vous êtes peut-être plus souvent fatigué, hein, vous êtes peut-être plus souvent rendu chez le médecin plutôt qu'à travailler, et qui va faire que la promotion, hein, va privilégier les gens qui sont plus en santé. La causalité inverse est également une manière possible d'interpréter ces données. Évidemment, les biostatisticiens ont des outils très puissants pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est de la causalité inversée ou est-ce que c'est de la causalité dans le sens qu'on peut imaginer? Mais tout cela est très compliqué. Tout cela, et c'est le premier message que je voudrais vous passer, c'est très séduisant, hein, mais c'est également très compliqué. Hein. C'est très compliqué de passer d'une sorte de constat très fort, hein, il y a de la corrélation là-dedans, il y a sans doute de la causalité en quelque part, à l'identification précise des leviers causaux qui pourraient nous permettre de mettre en place des politiques sanitaires qui fonctionneraient. Bon.
Alors, donc, pour revenir à mon Norman Daniels, puis je vais le laisser de côté pour le reste de la communication, il décide d'écrire un livre complètement différent parce qu'il se rend compte que si on veut vraiment mettre en place des politiques sanitaires, des politiques de santé qui sont justes, hein, il faut agir non pas seulement et peut-être même non pas surtout sur les soins de santé, médecins, médicaments, interventions chirurgicales, lits d'hôpitaux, etc., etc. Il faut agir sur les déterminants sociaux. Hein, il faut agir sur les déterminants sociaux, donc sur tous ces facteurs, toutes ces dimensions de la vie sociale des individus modifiables par les politiques qui risquent d'affecter leur santé et, dans une perspective de justice sociale, qui risquent d'avoir un impact déterminant sur les écarts de santé entre différents groupes de population. Donc, le livre Just Health est très, très, très différent, faut-il le rappeler, du premier. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, les études de Marmot ont engendré une révolution au niveau de la recherche en santé. Hein, l'épidémiologie, donc, qui cherche à relier des aspects de la vie sociale des individus à leurs états de santé, est un domaine qui est en pleine explosion. C'est un paradigme de recherche très important. C'est un paradigme de recherche qui est porté par un certain enthousiasme. Hein? Un enthousiasme, j'utilise le terme, je ne sais pas combien il y a de philosophes dans la pièce. Alors, des philosophes qui ont lu Kant. Des philosophes qui ont lu Kant. Bon, il y a Luc, il y a Lise. Alors, le terme enthousiasme, Kant l'utilise pour parler de la Révolution française à un moment donné. Là, il parle de l'enthousiasme, qu'il voit comme étant une sorte de phénomène, de truc à double tranchant. Parce que l'enthousiasme, ça peut porter les humains vers des grandes choses. Ça peut aussi leur faire oublier un peu leur faculté critique. Hein. On est comme porté par l'admiration que l'on a pour des grands personnages historiques et on les suit de manière un peu aveugle. Cet enthousiasme, donc, est une énergie qu'il faut savoir canaliser et par rapport auquel il faut avoir une certaine attitude critique. Ce que j'ai voulu faire dans ce numéro, dans cet appel de communication, dans ce numéro, et espérons-le, parmi les chercheurs qui vont lire les articles du numéro et commencer à réfléchir à leur propre recherche ou à leur propre pratique sur les déterminants sociaux de la santé, c'est inviter les chercheurs et les gens qui interviennent dans une perspective de déterminants sociaux de la santé à un plus grand esprit critique, philosophique et éthique par rapport à ce paradigme qui est vraiment, je dirais, dominant dans la recherche en sciences de la santé actuellement, au point où il y a énormément de... Notre propre faculté de médecine à McGill est en train de considérer, de changer carrément de nom. Hein, pour ne plus s'appeler une faculté de médecine, mais une faculté de sciences de la santé, tellement elle est consciente du fait que le mot médecine exclut toute la recherche qui est devenue dominante. Un département comme celui d'épidémiologie est rempli de dizaines et des dizaines de chercheurs qui travaillent dans la perspective des déterminants sociaux de la santé, donc qui cherchent à lier, qui cherchent à établir des liens de causalité entre certaines dimensions de l'existence sociale des gens et leurs états de santé, et notamment, encore une fois, pour les gens qui sont motivés par un souci de justice sociale, les inégalités, les écarts de santé parmi les individus. Quand vous y pensez, cette recherche, à peu près n'importe quoi, peut donner lieu à ce genre de recherche. Pour vous donner un exemple à un projet de recherche auquel j'ai été impliqué, vous savez sans doute qu'au moment où le gouvernement libéral de Philippe Couillard a décidé de mettre fin à l'universalité, à l'inconditionnalité de l'accès au CPE. Hein, plutôt que d'avoir la CPE à 5 et ensuite à 7 $ pour tout le monde, on a décidé de moduler selon le salaire jusqu'à 25 $. Il semblerait que le gouvernement actuel pense revenir là-dessus. Mais donc, on s'est retrouvé avec une dizaine d'années
Hein? Une dizaine d'années lors desquelles on a eu une politique en place, une politique d'accès universel au CPE. Et il y a eu des articles, je ne sais pas si certains dans des journaux anglophones, etc., qui ont dit que, en fait, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue de santé, les garderies à 5-7 $ ont été une mauvaise chose, notamment pour les enfants. Hein, parce qu'on notait beaucoup de problèmes de comportement, des problèmes, pour le dire de manière un peu large, de santé mentale, parmi les enfants qui sont passés par les CPE par rapport à ceux qui étaient restés plus longtemps à la maison. Hein. Ce qui est formidable pour un philosophe, hein, je suis philosophe de formation, je travaille maintenant dans un institut de recherche. Quand une question comme celle-là se pose, mes collègues dans les bureaux à côté, plutôt que de se gratter la tête, vont se dire ben, allons voir. Hein, allons voir. C'est quelque chose qui peut se découvrir. Il y a une réalité hein, indépendante de nos pensées sur la question de savoir si oui ou non les garderies sont bonnes pour la santé ou non. On a fait une demande de subvention qu'on a obtenue et on a fait une recherche sur l'impact sur la santé mentale des mères et des enfants de l'accès au CPE dans le contexte donc de ces 10 ans. C'est quelque chose de très enivrant pour un philosophe de se dire on va plutôt que de faire de l'argument a priori, on peut aller voir, on peut aller compter hein, dans le vrai monde, là-bas, si les garderies ont été une bonne chose ou non. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pensait, hein, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je voudrais intervenir. Donc, je voudrais faire un portrait un peu des préoccupations qui sont mises de l'avant par les 7 textes qui constituent notre dossier, excluant l'introduction, qui est donc de ma plume et de celle de Christine. Un ensemble de préoccupations. Bon, on a fait un appel de communication qui était libre. On n'est pas allé chercher des articles, on n'a pas commandé des articles. Mais à mon assez grande satisfaction, ces 7 textes, quand on les lit un peu de manière avec les clés de lecture que je vais vous donner aujourd'hui, on peut voir quand même un bel inventaire des préoccupations que devraient avoir les gens qui travaillent dans le domaine, des préoccupations éthiques et philosophiques, épistémiques, que devraient avoir peut-être davantage qu'ils ne l'ont, les gens qui travaillent, que ce soit comme chercheurs ou comme intervenants, sur les déterminants sociaux de la santé. Donc, pour passer de cet enthousiasme, hein, dont je parlais à un instant, à un enthousiasme peut-être un peu plus critique, un enthousiasme qui est peut-être un peu plus conscient que ne le sont parfois les recherches dans le domaine, des limites. Hein, de l'importance, absolument, mais également des limites que peut avoir cette recherche lorsque vient le moment de formuler des propositions de politique publique, hein, lorsque vient le moment de proposer des éléments de politique publique. Alors, grosso modo, quand on regarde un peu le champ de la philosophie et de l'éthique de la santé, le domaine qui a, je crois qu'on peut le dire sans trop d'hésitation, donné son élan hein, à la réflexion philosophique et éthique sur le domaine de la santé, c'est l'éthique clinique. Hein. L'éthique clinique, c'est-à-dire l'éthique du rapport entre les professionnels de la santé, surtout des médecins, mais pas exclusivement des médecins, également des infirmiers, des infirmières, le rapport donc entre les médecins et leurs patients. Hein, donc, un rapport qui se situe au niveau, pas nécessairement interindividuel, ce n'est pas nécessairement le médecin lambda et le patient X, mais c'est essentiellement comment est-ce qu'on gère les relations entre médecins et patients à l'intérieur d'une unité clinique comme un hôpital ou même un cabinet de médecins. Et les grandes problématiques de l'éthique clinique, qu'est-ce qu'elles ont été? Bien, par exemple, la mort médicalement assistée. Hein. Qu'est-ce qu'un médecin doit faire lorsqu'un patient lui demande de l'aider à mourir? Dans un contexte d'illégalité, au Canada jusqu'à il y a quelques années, maintenant dans un contexte de légalité, quelles sont les bornes qui devraient en quelque sorte gouverner cette pratique? Le consentement libre et éclairé. Hein, le concept qui est peut-être clé dans l'éthique clinique, c'est l'idée du consentement libre et éclairé. Bon,
patient ne devrait subir que ce à quoi il ou elle a librement consenti. Le concept de consentement est philosophiquement laudé, comme on dit en anglais, et beaucoup de l'éthique clinique a été le fait de chercher à analyser ce concept de consentement en ses multiples composantes et d'essayer aussi finement que possible d'identifier quelles sont les conditions qui doivent être en place pour que les composantes de cette exigence normative qu'est le consentement soient satisfaites. Et on pourrait remplir 3 fois cette pièce de docs, articles et documents sur le concept du consentement. Éthique de la recherche. Bien, peut-être pas aussi développé que l'éthique clinique en termes de volume, mais également quelque chose que l'on connaît bien. Encore une fois, la recherche se fait sur des sujets humains. Et quelles sont les conditions éthiques que les chercheurs dans les sciences de la santé doivent observer bon, encore une fois, le consentement est un concept très important dans ce domaine. Hein? Mais il y a toutes sortes de questions. Quand on fait de la recherche, une des questions qui, moi, m'a intéressé un temps, quand on fait de la recherche dans des pays qui sont, disons, à faible revenu, moins développés, peut-être moins développés au niveau des services auxquels les gens ont accès dans des pays à faible revenu, est-ce que les chercheurs doivent, lorsqu'ils, bon, évidemment, faire de la recherche, ça exige toujours, pour dire les choses de manière un peu grossière ou gros sabot, comparer un groupe qui a accès à un traitement à un groupe qui n'a pas accès à un traitement. Hein? Pour voir un peu quelle est la différence entre le fait de le recevoir et le fait de ne pas le recevoir. Bon, évidemment, il y a des problèmes éthiques énormes qui émergent du fait de ne pas donner un traitement dont on pense qu'il pourrait être meilleur à des gens. Quelle est l'obligation que l'on a lorsqu'on a affaire à des populations dans des pays à faible revenu qui, n'eût été du fait que nous, chercheurs occidentaux, soient là, n'auraient accès à aucun traitement ou à des traitements très faibles? Est-ce qu'on a une obligation de ne pas leur donner quelque chose qui serait inférieur à ce qu'ils ont indépendamment de notre présence parmi eux, c'est-à-dire pas grand-chose? Ou au contraire, devrait-on les traiter comme s'ils étaient parmi nous? Bon, plein de questions super, super intéressantes. Ce que j'essaie de dire, c'est que le domaine de l'éthique de la recherche est assez bien développé, est assez bien... il y a des questions fondamentales qui sont en quelque sorte structurent ce domaine. Éthique de la santé publique. De la santé publique, la pratique donc sanitaire qui s'adresse non pas à des patients individuels, mais à des populations. Hein? Ce champ-là est extrêmement bien structuré ce temps-ci du fait de l'existence de revues qui sont entièrement consacrées, de revues scientifiques comme Public Health Ethics, qui sont entièrement consacrées aux questions d'éthique de la santé publique. Une des grosses questions, paternalisme versus respect de l'autonomie des individus. Hein? Les politiques de santé publique, les mesures de santé publique sont très souvent des mesures qui sont adressées à des populations de centaines, de milliers, de millions de personnes, sans qu'il soit possible, physiquement, humainement, imaginable, que l'on puisse demander à chaque individu, êtes-vous d'accord, êtes-vous d'accord, êtes-vous d'accord? Donc, on va, le fluorure dans l'eau, des choses comme ça. Ce sont des mesures de santé publique où l'exigence du consentement individu par individu semble complètement loufoque. Donc, comment fait-on quand on doit adresser est-ce qu'on doit permettre aux gens de s'exempter, ou bien est-ce qu'à un moment donné, les mesures de santé publique ne devraient être gouvernées que par des considérations conséquentialistes, utilitaristes? Je me rappelle d'avoir été aux Journées annuelles de la santé publique, là, qui est une sorte de grande foire de la recherche en santé publique. Hein? On est dans la laïcité. Donc, j'utilise des termes qui ne sont pas connotés religieusement, là, pour... personne n'a de signe religieux ostentatoire, là, c'est bon, OK. Donc, grande messe, oui, effectivement, vous avez raison. Et je me rappelle qu'un grand chercheur québécois en santé publique qui prenait sa retraite avait été fêté
il y avait eu une sorte de mini-colloque en son honneur. Il avait pris la parole. Il avait dit, vous savez, une chose qui est formidable lorsque on est à la retraite, c'est qu'on peut finalement lire. Et je suis en train de lire de la philosophie pour la première fois. Et imaginez, après 50 ans de pratique de santé publique, j'ai découvert que j'étais un utilitariste. Il s'est mis à lire les utilitaristes, le plus grand bien du plus grand nombre, etc. Bon, l'éthique de la santé publique est tout entière structurée autour de questions liées à la part des choses qu'il faut faire entre le fait de voir la population comme étant un grand tout, dont il faut vouloir le bien comme s'il s'agissait d'un tout, et une attitude qui se rappellerait du fait que ce tout est fait d'individus qui pourraient parfois, par rapport à certaines pratiques, avoir des raisons de vouloir s'exempter. Et comment faire la part des choses entre... Donc, l'éthique de la santé publique, bien structurée par un certain nombre de questionnements, comme le sont l'éthique de la recherche, l'éthique clinique. Les déterminants sociaux de la santé, qui donnent lieu maintenant à un vaste champ de recherche et à un vaste champ d'intervention. Donc, éthique des déterminants sociaux de la santé. Je dirais que on ne peut pas dire de ce champ qui est extrêmement important au niveau de la recherche, qu'il est structuré, qu'il y a un nombre de questions épistémiques, philosophiques, éthiques qui structurent le champ de la réflexion, comme dans ces autres champs de l'éthique de la santé. Et ce que j'ai voulu faire, ce que Christine et moi avons voulu faire en lançant cet appel, en publiant ce numéro qui, je l'espère, suscitera plus de recherches, c'est de commencer à susciter des questionnements qui pourraient donner lieu à ce qu'à terme, nous ayons un champ de recherche en éthique, en philo, autour des déterminants sociaux de la santé qui soit aussi bien structuré que ne le sont ces trois autres, ce qui n'est, à l'heure actuelle, je pense, absolument pas le cas. Donc, ce que je voudrais faire dans les... je suis très bavard et j'ai tendance donc à ne pas voir passer le temps, mais on a commencé vers les 10, donc dans les 15-20 prochaines minutes, c'est de vous donner un peu, et bon, j'espère ne pas trop en dire pour que vous lisiez en fait la revue, un peu une sorte de survol de très haut de ce qui me semble être les grandes questions autour desquelles on doit structurer la recherche sur ces questions-là. Je vais les diviser en deux, en deux ensembles que j'appellerais épistémique et éthique. Épistémique ayant trait à la connaissance. Comment est-ce qu'on acquiert de la connaissance sur une question? Il me semble qu'il y a de très belles questions philosophiques qui sont soulevées par la recherche sur les déterminants sociaux de la santé, dont les chercheurs, pour l'instant, je dirais, soit ils en ont conscience, mais ils répriment un peu leur conscience à cause de l'enthousiasme que leur recherche suscite, ou bien ils n'en ont pas suffisamment conscience, et il faudrait, je crois, que nous soyons un peu plus, qu'en tant que philosophes, nous soyons un peu plus insistants pour qu'ils tiennent compte un peu de ces problèmes. J'ai déjà évoqué ce qui me semble être le principal problème. Le principal problème, c'est le gouffre qui existe entre le constat d'une corrélation très forte entre un aspect de l'environnement social des individus et des populations modifiables par les politiques et donc un gouffre entre le constat d'une corrélation entre ces déterminants et des états de santé et d'autre part les mécanismes précis qui sont les véhicules de cette causalité. Pensez à tout déterminant social de la santé, dont on parle beaucoup dans les revues spécialisées. Bon, c'est une sorte de vérité de la palisse que l'éducation est bonne pour la santé. Plus on éduque les gens, de manière générale, plus leur santé augmentera. Quand vous regardez un peu les niveaux d'éducation et les niveaux de longévité, par exemple, pour ne prendre qu'un indicateur de la santé, vous verrez que les deux courbes sont presque identiques. Vous pouvez les plaquer l'une sur l'autre sans qu'il y ait énormément de différence entre les deux. Qu'est-ce qui fait que l'éducation rend les gens en meilleure santé? Quels sont les véhicules particuliers on pourrait imaginer, encore une fois, on pourrait s'amuser à trouver une dizaine de manières par laquelle l'éducation peut être bonne pour la santé. Certaines évidentes. Plus on est habilité et habitué à
chercher à acquérir de la connaissance, plus on risque d'acquérir de la connaissance sur ce qui affectera ou non notre santé. Bon. Il peut aussi y avoir des effets de cohorte. Hein, des effets de cohorte. Plus on est entouré de gens qui sont relativement en bonne santé, disons, parce que, par exemple, leurs parents, plus on risque d'adopter les habitudes de vie de ces gens-là. Il y a toutes sortes de mécanismes particuliers. Hein. Donc, le premier, là, je vais le dire très vite, et puis après, vous lirez les numéros, les articles de la revue pour voir un peu comment ça se déploie sur des cas particuliers. La première chose que je voudrais dire, c'est que les politiques publiques sont toujours question de véhicules particuliers. Quand on cherche à mettre en place une politique publique, le décideur, éthiquement, je dirais, doit, plutôt que de se dire, ben, écoutez, on va garocher de l'argent dans l'éducation, puis on espérera que ça va donner lieu à des bons résultats sanitaires, doit avoir une vision un peu plus fine de quels sont les gestes particuliers que l'on doit poser dans le domaine de l'éducation pour donner lieu à des impacts sanitaires. Et donc, à ce niveau-là, je dirais que la recherche épidémiologique ne peut s'exprimer que de manière probabiliste. Hein. Oui, il y a des corrélations assez fortes entre des plus forts investissements en éducation et des résultats intéressants au niveau sanitaire. Quels sont les véhicules particuliers qui sont les porteurs de cette causalité? Bien là, on pense avoir des hypothèses, mais on ne peut les exprimer que de manière, je dirais, probabiliste, ce qui, évidemment, introduit un élément de risque, d'incertitude, dans la mise sur pied de politiques publiques, pour toutes sortes de raisons. Mais je dirais que ce gouffre est le premier point, disons, épistémologique dont je voulais parler. Il y a quelque chose de très intéressant, de très drôle dans les publications d'épidémiologie de santé. C'est quelque chose dont tous mes collègues sont conscients. Ils en sont assez critiques lorsqu'ils réfléchissent un peu à leur propre pratique, mais ils s'y livrent quand même. Vous lisez un article qui présente les résultats de recherche de manière extrêmement pointue et circonstanciée. Et là, la revue vous impose une partie du texte qui est souvent très courte, 500 mots, un truc très court, qui s'appelle « Discussion ». Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications de la recherche que vous venez de nous présenter? Et là, la réflexion extrêmement fine, probabiliste, circonstanciée que l'on a vue dans les 3500 mots précédents est complètement mise de côté et on dit les conclusions de notre recherche sont évidemment que le gouvernement devrait agir de telle manière. On s'exprime de manière complètement... est-ce que j'exagère? Il y a toutes sortes de pressions qui font cela, des pressions qui viennent des instances subventionnaires, des pressions qui viennent souvent des décideurs. Quand on est chercheur, on veut se faire écouter. Et si on dit, écoutez, peut-être qu'avec 32% de probabilité, si vous posez tel geste, écoutez, je n'ai pas le temps de vous écouter, versus, il est certain, monsieur le ministre, que là, on risque d'avoir l'oreille davantage. Et la première chose qui pourrait sembler évidente, mais qui ne l'est pas toujours, étant donné les pressions sociales, les pressions de publication, etc., c'est que la recherche sur les déterminants sociaux de la santé ne donnera toujours lieu qu'à des résultats qui ne peuvent être exprimés que de manière probabiliste, parce que les véhicules précis, on ne les comprend pas toujours. Deuxième dimension de ce problème qui est un peu différent du premier, mais qui cumule ou qui complète ou qui renforce le premier, prendre des indicateurs. Revenons à ma recherche dont j'ai parlé, la recherche que j'ai menée avec mes collègues sur les garderies et l'impact des garderies. On lisait donc les recherches faites par d'autres qui disaient que les garderies avaient eu un impact négatif sur les états, surtout la santé mentale des jeunes. Et on voulait savoir, on voulait confirmer ou infirmer. La santé mentale, ce n'est pas une chose. Quels sont les indicateurs qu'on va utiliser pour mesurer la santé mentale des mères ou des enfants? On peut imaginer toutes sortes de choses qui peuvent être des indicateurs de la santé mentale, mais choisir différents indicateurs pour avoir des impacts fort différents sur les résultats que l'on va donner. La recherche à laquelle j'ai fait référence, qui avait tendance à révéler qu'il y avait des impacts négatifs des garderies, était surtout comportementale. Est-ce que les enfants qui sortent des garderies ont tendance à être un peu plus chahuteurs, à être punis davantage dans leurs établissements scolaires, à la limite peut-être même avoir des problèmes avec la justice
juvénile. On peut choisir d'autres indicateurs, hein, des indicateurs cognitifs qui vont avoir tendance à démontrer le contraire. Quel indicateur choisir? Ben, là est la question. On ne peut pas se doter d'un ensemble d'indicateurs exhaustifs pour se doter d'un portrait donc complet de la santé mentale. Donc, on choisit. Et on choisit souvent en fonction de ce qui est disponible. Hein? On choisit créer de la donnée. Hein? Ça coûte de l'argent qui n'est pas toujours là. Et donc, on va travailler à partir de banques de données qui sont déjà constituées. Hein? Et les indicateurs qui sont à notre portée sont ceux qui sont déjà présents. Le problème des indicateurs, le problème des véhicules causaux, deux facettes d'un même problème, qui est un problème épistémique, hein, frustrant pour ceux qui constatent qu'il y a de toute évidence hein, des liens de corrélation entre certaines dimensions de l'existence sociale des gens et leurs états de santé, mais gouffre qui nous empêche, avec plus que degré de probabilité, d'identifier avec précision. Hein, et avec une précision qui est suffisante pour mettre en place des politiques publiques précises. J'ai perdu le début de ma phrase, mais vous voyez où je voulais en venir. J'arrive à la fin du temps qui m'est imparti, donc je voudrais mentionner un autre problème qui, pour moi, est à la frontière entre ce que j'appelle l'épistémique, donc au niveau de la connaissance, et de l'éthique. Outre la question de l'identification des indicateurs appropriés, quel est un indicateur qui va véritablement nous révéler la santé mentale, la santé physique d'un individu? Devrait-on davantage compter la longévité? Devrait-on davantage compter, je ne sais pas moi, l'absence de morbidité par rapport à certaines maladies? Il y a une tendance dans la recherche sur les déterminants sociaux de la santé qui est une tendance que je crois cette recherche partage avec la recherche en santé populationnelle de manière générale, qui est pour le chercheur d'adopter une position un peu de surplomb par rapport au sujet sur lequel il ou elle fait la recherche. Une chose que l'on pourrait faire afin de savoir comment les politiques affectent les individus dans leur santé ou dans leur bien-être, pour utiliser un terme un peu plus large que la santé, mais qui englobe quand même la santé, c'est de leur demander. Hein? C'est de leur demander qu'est-ce que c'est pour vous que d'avoir une vie qui vous semble adéquate. Il y a une tendance, hein, je crois, dans la recherche sur les déterminants sociaux de la santé, à se doter d'une conception de la santé qui n'est pas suffisamment issue d'une approche participative. Donc, qui n'est pas issue suffisamment, il y a des termes très à la mode ces temps-ci, dont on peut facilement faire la caricature, mais qui, je pense, sont terriblement importants pour rectifier un peu cette tendance au surplomb du chercheur sur les sujets, la coproduction de la recherche, la coproduction des questions hein, de recherche, mais il me semble que c'est terriblement important, non seulement pour réparer une sorte de problème éthique, hein, qui consiste à ne pas suffisamment faire intervenir c'est pas gentil de ne pas faire intervenir suffisamment les gens qu'on étudie dans la constitution des questions que l'on porte sur eux. C'est pas seulement que c'est pas gentil, que c'est pas éthique, c'est également de la mauvaise science, hein, parce que si ce que l'on veut, hein, c'est de contribuer non pas une conception de la santé qui plane par-dessus les individus et qui risque de ne pas vraiment les rejoindre dans leur vécu, mais de contribuer véritablement à leur bien-être subjectif tel qu'ils le ressentent, à un moment donné, il va falloir peut-être qu'on leur pose des questions. Et là, une des dimensions qui risque d'intervenir, c'est la tension entre une approche qui est populationnelle et une approche qui est individuelle. Vous verrez dans les textes, dans au moins 2 des textes, apparaître un terme très à la mode, mais qui saisit une réalité très importante, qui est celui d'intersectionnalité. Hein? Les individus pour lesquels on s'intéresse à leur santé ne sont jamais des membres indifférenciés de groupes sociaux. Hein? Ce sont des gens qui ont des réalités individuelles et des réalités qui sont souvent faites par le fait qu'ils sont souvent le faisceau ou le point de jonction de différents types de vulnérabilité. Hein? Le plus on essaye de représenter des populations de manière vaste, le plus on fait un peu, on met une croix sur leur spécificité individuelle et donc sur les conceptions particulières de ce que c'est pour eux que d'être en santé
du fait d'être, par exemple, au lieu de croisement, à l'intersection hein, de différents facteurs de vulnérabilité. Il y a un espoir, une ambition un peu prométhéenne dans la recherche sur les déterminants sociaux qui est de pouvoir en arriver à des conclusions qui s'adressent à de vastes pans de la population. Épistémiquement, il faut qu'on se rende compte que cela a des coûts. Et cela a des coûts que certains des chercheurs dans notre numéro expriment en termes d'une attention nécessaire à l'intersectionnalité. Et un autre paradigme très, encore une fois, à la mode en philosophie morale et politique, qui revient au moins dans 3 des textes de notre numéro pour dire en quelque sorte l'insatisfaction que les chercheurs ont avec le surplomb que la recherche sur les déterminants sociaux de la santé a souvent par rapport au sujet de la recherche, c'est le paradigme des capacités, donc qui est dû à l'économiste Amartya Sen et à la philosophe Martha Nussbaum. Qu'est-ce que ça veut dire que les capacités? On pourrait s'étendre longuement et comme je suis dans les dernières quelques minutes de mon intervention, je ne le ferai pas. Mais au fond, la raison pour laquelle il me semble que l'approche des capacités de Sen et de Nussbaum est aussi attrayante qu'elle l'est pour certains de nos chercheurs, c'est parce que ce qu'elle nous rappelle, c'est que les individus, les populations ne sont pas seulement des lieux d'état de santé qu'on peut mesurer comme étant plus ou moins, ce sont aussi des agents. Et une des choses dont on doit s'occuper quand on fait des politiques de santé, ce n'est pas seulement de faire de sorte que l'état de santé de la population X remonte par rapport à la population Y, c'est également de renforcer la capacité d'agent, la capacité d'agir des individus qui font partie de ces communautés. Et le paradigme des capacités, ce qu'il faut faire, c'est mesurer le bien-être des gens en partie en fonction de ce qu'ils sont habilités à pouvoir faire, non seulement à ce qu'ils ressentent, non seulement à leur taux de cholestérol ou de leur santé cardiovasculaire. Ça me semble être encore un élément important pour penser les défis éthiques de l'éthique des déterminants sociaux de la santé. Je terminerai en disant une dernière chose peut-être, et j'en aurais laissé certaines de côté. Une préoccupation que j'ai particulièrement dans certains de mes textes, peut-être pas tellement dans le texte que j'ai publié dans ce numéro, mais dans certains de mes autres textes, est la suivante. Comme on l'a vu, ce qui est enivrant jusqu'à un certain point pour les chercheurs en sciences de la santé avec l'approche des déterminants sociaux, c'est que tout est un déterminant social de la santé. L'éducation, le logement, le transport, les écarts de revenus, il n'y a rien qui n'est modifiable par la santé, qui n'est pas en quelque part une cause des états de santé positifs ou négatifs des individus. Alors donc, il est très important, je crois, et rien de ce que je dis ne devrait remettre en question cette importance, il est très important d'étudier l'impact que ces différentes dimensions de la vie sociale des individus vont avoir sur leur santé. Il y a une tentation à laquelle nous devrions, je crois, résister, qui est en quelque sorte de faire dans ce que d'aucuns ont appelé le tout à la santé. Le tout à la santé, qui consisterait à dire la chose suivante. Parce que l'éducation, le logement, etc., ont un impact sur la santé, le seul déterminant de la manière par laquelle nous faisons la distribution de ces déterminants, donc que nous livrons à la santé juste, c'est en essayant de maximiser l'impact positif de ces facteurs sur la santé. Il y a certaines dotations en termes de ressources que les individus devraient avoir au niveau de l'éducation, du logement, du revenu, etc., parce qu'il est juste qu'ils soient traités de cette manière, et pas parce qu'en les traitant de manière équitable par rapport au logement, etc., on va maximiser leur santé. De rendre une dotation, une distribution juste de ressources, comme l'éducation, comme le logement, dépendante de l'impact de ces déterminants sur la santé, c'est de les rendre otages à de la recherche auxquels ils ne devraient pas être en otage. Parfois, les gens devraient recevoir une juste dotation de ces biens, non pas uniquement à cause de l'impact de ces biens sur leur santé, mais parce qu'il est juste qu'ils soient traités de certaines manières plutôt que d'autres. Dans l'enthousiasme que nous avons pour la recherche sur les déterminants sociaux de la santé, il y a toujours un risque que nous oublions ce fait.
Je vais m'arrêter là. J'ai probablement déjà trop parlé. Il y a des choses dont je m'étais dit que je parlerais, que j'ai laissé un peu de côté, notamment au niveau de l'éthique. J'ai surtout parlé de ces questions-là, davantage épistémiques, mais peut-être que pendant la période de questions, on pourrait y venir. Je vous remercie énormément de votre attention.